Il est entré dans un autre monde en tant que légendaire magicien de l'eau, mais au début, tout n'a pas été facile pour lui. Et devinez comment tout cela s'est passé? Eh bien, vous avez deviné, ce lycéen a été victime du célèbre camion tueur. Et quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un monde fantastique. En plus d'être le légendaire mage de l'eau, il ne sait pas encore qu'il possède un secret qui le rend immortel. Tout commence dans un monde fantastique, où Ryo se retrouve soudainement dans une maison vide. La maison est complètement dépourvue de mobilier, la seule chose qu'il trouve dans cette maison sont 2 livres et un couteau sur la table. Ryo ignore ces objets et sort prendre l'air. Il regarde autour de lui et se rend compte qu'il est entouré d'une forêt. Il regarde alors ses mains et essaie d'utiliser un sortilège d'eau. Après avoir invoqué l'eau, une petite boule d'eau apparaît réellement dans sa main. Mais avant d'arriver dans ce monde, nous découvrons qu'il y a quelques jours, Ryo s'est soudainement réveillé dans un espace complètement vide. Alors qu'il se demandait où il était, un homme apparaît devant lui. Ryo est déçu que ce ne soit pas une femme, mais il suit simplement le scénario. Cet homme se présente comme un ange et demande à Ryo s'il sait pourquoi il est là. Ryo se souvient être mort après avoir été renversé par un camion disqué, il est donc évident qu'il va maintenant être envoyé dans un autre monde. L'ange lui dit qu'il a raison et se dit également très heureux de recevoir enfin une visite après tant d'années de solitude. Mais en même temps, il est également triste que Ryo soit mort. Ryo demande alors à l'ange ce qu'il va faire dans sa prochaine vie, et l'ange lui répond qu'il peut vivre comme il le souhaite. Ryo a toujours voulu mener une vie tranquille et sans trop d'émotions, et l'ange, lisant dans ses pensées, comprend parfaitement ses désirs. Il lui dit alors qu'il va l'envoyer dans un endroit approprié, où il pourra mener une vie tranquille. Cela dit, l'ange se prépare à le réincarner dans un monde plein de magie. Mais avant de le laisser partir, l'ange décide de donner quelques informations sur ce nouveau monde à Ryo. Selon lui, seuls 20% des humains de ce monde peuvent utiliser la magie. Mais dans le cas de Ryo, en plus de pouvoir utiliser la magie, il a également une grande affinité avec l'eau. Et comme il a demandé une vie calme, l'ange lui permet de commencer sa vie dans une maison au milieu de la forêt, afin qu'il puisse vivre seul pendant longtemps au milieu de la forêt. L'ange a déjà tout organisé pour son arrivée, préparant même 2 mois de nourriture. À l'intérieur de la maison, il a également laissé 2 livres. L'un explique comment utiliser la magie, et l'autre contient des informations importantes sur ce monde fantastique. Après avoir lu ces livres, Ryo a appris à créer une petite boule d'eau. Heureusement, il n'a pas à s'inquiéter de la présence de monstres, car Miguel crée une barrière magique autour de la maison. Mais l'ange ne lui a pas donné d'ordinateur de jeu connecté à Internet, rempli de jeux comme dans notre monde. Ryo n'a donc rien à faire, alors il continue à s'entraîner à la magie de l'eau. Dans ce monde, il est possible d'utiliser la magie simplement en imaginant le résultat que l'on souhaite obtenir. Ryo sait qu'il n'a pas besoin de réciter le sort à voix haute, mais il insiste pour le faire, car son esprit ne sert qu'à imaginer des filles nues. Grâce à sa magie de l'eau, il parvient à remplir une baignoire entière d'eau fraîche et propre. Cependant, l'eau est très froide, et il doit maintenant trouver un moyen de la réchauffer. Il essaie d'allumer un feu, en utilisant la seule technique dont il dispose. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, il abandonne et se demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'il puisse utiliser la magie du feu. Ryo décide alors de tirer parti du fait qu'il a toujours été un bon élève et qu'il comprend donc assez bien la chimie. Il utilise donc ses connaissances pour séparer l'hydrogène de l'oxygène, ce qui fait cristalliser l'eau et la transforme en glace. Maintenant qu'il a de la glace, il décide d'utiliser un morceau de glace irrégulier pour condenser les rayons du soleil. Puis, à l'aide de sa loupe improvisée, il parvient enfin à allumer le feu. Grâce à ce feu, Ryo parvient enfin à chauffer de l'eau pour pouvoir prendre un bain. Maintenant que son esprit est plus détendu et son corps propre, il se rend compte qu'il aurait tout simplement pu faire de l'eau chaude en utilisant sa magie. Il lui suffit d'appliquer la même logique que celle qu'il a utilisée pour faire de la glace, mais en sens inverse. Soudain, il a faim et va dîner. Et pendant qu'il mange, il se rend compte qu'il va bientôt devoir chasser, car ses réserves de nourriture vont bientôt s'épuiser. Mais il a encore peur d'entrer dans la forêt, car il sait qu'il y rencontrera certainement des monstres, et il sait que le petit couteau que l'ange lui a laissé ne suffira pas à le protéger. Il décide alors d'apprendre au moins un sort défensif afin de pouvoir entrer dans la forêt. Le lendemain, Ryo tente son premier sort offensif. En effet, après une bonne nuit de sommeil, il est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux attaquer son ennemi, car se défendre est très ennuyeux. Il invoque alors une boule d'eau, mais ce sort ne cause même pas une égratignure à l'arbre qu'il utilise comme cible. Il modifie le sort, affinant la boule d'eau jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une flèche, et après plusieurs heures de pratique, il parvient au moins à utiliser une forme basique du sort jet d'eau. Mais même ainsi, ce sort n'a toujours pas de dégâts efficaces. Le lendemain, il décide de se concentrer sur l'amélioration de sa magie de glace, car sa magie de l'eau est encore trop faible. Il essaie de créer un cristal de glace avec précision, mais il a beaucoup de mal à le faire, car modeler la glace n'est pas facile.
Néanmoins, après plusieurs heures de pratique, Ryo parvient déjà à invoquer plusieurs cristaux de glace à la fois, mais il n'arrive toujours pas à les lancer sur l'arbre. Après plusieurs jours d'essais et d'erreurs, il devient suffisamment habile pour au moins former des cristaux de glace en un instant, mais il n'a toujours pas assez de pouvoir pour les utiliser comme magie offensive. Comme son temps est compté et qu'il aura bientôt besoin de nourriture, Ryo se débrouille et commence à se débrouiller avec tout ce dont il dispose. Il utilise le cristal de glace comme une lance et part dans la forêt dans le but de chasser. Près de la rive d'une rivière, il trouve une pierre de quartz et se réjouit car il peut désormais l'utiliser pour allumer un feu. Il pense alors à cueillir quelques herbes médicinales, mais soudain, un petit sanglier l'attaque. Pris de peur, Ryo, qui est un utilisateur de magie, se fiche sur place. Il est complètement paralysé et ne peut même plus bouger, ce qui le conduit presque à la mort. Mais à la dernière seconde, il réagit, terrifié à l'idée de mourir à nouveau. Le monstre s'apprête à l'attaquer à nouveau, et cette fois, il utilise sa magie à son avantage, transformant le sol en glace, ce qui fait glisser le sanglier vers lui. Profitant de cette ouverture, il invoque plusieurs épines de glace juste devant lui, ce qui transperce le sanglier jusqu'à la mort. Ryo est heureux d'avoir survécu, mais il sait qu'il aurait pu facilement mourir sous n'importe un coup de ce sanglier. Il rentre alors chez lui et commence à étudier les monstres de ce monde dans le livre laissé par l'ange. En quelques secondes seulement, il découvre que les petits sangliers sont les monstres les plus faibles qui existent dans ce monde. Il consacre ce moment de sa vie à lire davantage le livre. Car après tout, s'il ne comprend pas mieux les créatures de ce monde, la vie tranquille qu'il désire tant ne sera peut-être pas si tranquille que ça. Après avoir lu tout le livre, il trouve 2 pages spéciales. L'une parle des dragons, et le livre dit que si vous rencontrez un dragon, vous devez fuir. Mais même en fuyant, il est fort probable que vous mouriez. Mais l'idéal est au moins d'essayer, tout dépend de votre chance. Il regarde alors l'autre page spéciale, qui le met en garde contre un monstre appelé démon. Dans le livre, l'ange dit simplement que Ryo doit prier pour ne jamais le rencontrer. Cette information n'était pas très utile, mais Ryo a continué à lire dans l'espoir de trouver quelque chose. Le lendemain, il se prépare et repart. Sa journée commence plutôt bien, car il trouve un arbre dont les fruits sont comestibles dans ce monde. Lorsqu'il prend la première bouchée, il se rend compte que ce fruit a très bon goût, avec un mélange parfait de sucré et de salé. Cependant, son bonheur prend fin lorsqu'un faucon tueur vole vers lui. Ryo se rend compte que ce faucon est bien plus fort que lui et que, dans son état actuel, il n'a aucune chance de gagner. Pour aggraver les choses, ce monstre utilise une magie complètement invisible, et la magie de Ryo n'est pas encore assez puissante pour l'atteindre dans les airs. Il se souvient de ce qu'il a lu dans le bestiaire, qui dit que ce monstre a encore un coup spécial, qui est essentiellement la mort instantanée pour tout être humain. Il essaie de courir, mais lorsqu'il s'en rend compte, le monstre l'a déjà coincé, alors il décide de se battre pour sa vie. Pendant le combat, il se défend comme il peut, et lorsque l'oiseau volant utilise son pouvoir spécial et fonce sur lui, il se protège en recouvrant son corps de glace. Cela finit par causer des dégâts très efficaces au monstre, et après avoir vu son arme suprême complètement détruite par un humain maigrichon, le monstre décide de battre en retraite. Mais rien qu'en regardant le monstre, on comprend que leur combat ne s'arrête pas là. Lorsque le monstre s'en va, Ryo pousse un soupir de soulagement et s'effondre sur le sol. Il se dit que cette vie n'est pas aussi tranquille qu'il l'avait demandé. Pour aggraver les choses, après avoir fui ce monstre, il finit par perdre le chemin de sa maison. Et alors qu'il cherche son chemin pour rentrer chez lui, Ryo finit par voir quelque chose qui l'effraie. Il aperçoit un Dulahan, qui est une créature dont la tête est remplacée par de la fumée sortant de son corps. Le Dulahan s'occupait de son cheval, et après cette rencontre, Ryo réussit heureusement à retrouver le chemin de sa maison. Au fil du temps, il continue à s'entraîner pour s'améliorer et devenir de plus en plus fort. Sa routine quotidienne consiste désormais à combattre divers monstres, et même à pêcher. Ses pouvoirs magiques évoluent considérablement avec le temps, il peut désormais invoquer d'énormes blocs de glace, et sa magie de l'eau est désormais capable de couper la roche. Il continue d'essayer de devenir plus fort, car il a peur d'être tué par une créature plus forte que lui. Une autre chose très intéressante dans sa routine est que chaque soir, il retourne à l'endroit où il a rencontré Dulahan. Il se bat de toutes ses forces, mais il ne parvient jamais à vaincre Dulahan. Son objectif n'est pas simplement de le vaincre, mais il croit que chaque fois qu'il affronte Dulahan, il devient plus fort. Ryo ne sait pas grand-chose sur les Dulahans, car il n'y a aucune information sur ces créatures dans le livre que l'ange lui a laissé. Soit le Dulahan n'est pas un monstre, soit c'est simplement un monstre de haut niveau qui ne figure pas dans le livre pour débutants. Après avoir perdu un autre combat, Ryo admet qu'au fond, il sent que ce Dulahan veut le rendre plus fort. Soudain, il se rend compte que le Dulahan est en train de créer une épée d'eau, qu'il transforme ensuite en épée de glace. Une fois cela fait, le Dulahan lève son épée vers lui, et Ryo comprend que le Dulahan lui offre cette arme en cadeau.
Après avoir accepté l'épée, le Dulahan s'en va, marchant sur l'eau. Après cela, Ryo profite de quelques jours tranquilles dans sa vie. Tout allait très bien, jusqu'à ce qu'il rencontre à nouveau ce monstre volant. Il remarque que la créature n'a pas d'œil, il est donc clair qu'il s'agit du même monstre qu'il a combattu auparavant. Mais maintenant, ce monstre a quelque chose de différent. La créature est recouverte d'une aura sombre, et elle est également beaucoup plus grande, ce qui ne peut signifier qu'une chose, ce monstre a évolué. Le monstre charge à toute vitesse, et Ryo invoque un mur de glace à 5 couches, mais le monstre traverse sa défense sans aucun effort. Ryo montre alors sa puissance en créant un mur défensif à 10 couches, mais même ainsi, le faucon parvient à tout détruire. Ryo tente d'utiliser ses lances de glace pour attaquer, mais le faucon est trop rapide et il ne parvient pas à l'atteindre. Pour aggraver les choses à un moment de la bataille, le faucon utilise un rugissement supersonique qui détruit complètement la magie de Ryo, ce qui le rend effrayé de se fier à ses barrières de glace. Alors, dans un moment final et décisif, Ryo utilise l'épée qu'il a reçue de Dulahan pour se défendre, et cela fonctionne très bien pour lui. Le faucon recule et l'attaque à nouveau de toutes ses forces, mais cette fois, Ryo parvient à transpercer la poitrine de la créature. Lorsque le monstre tombe, Ryo s'approche de lui. Il admet que ce monstre est très fort et très honorable, alors Ryo le remercie de l'avoir rendu plus fort. Il savait qu'à tout moment, ce monstre pouvait revenir l'attaquer, c'est pourquoi il s'est donné à fond dans son entraînement. Et apparemment, le monstre a également fait de son mieux, allant même jusqu'à atteindre une nouvelle évolution. Il porte alors le coup final au monstre, puis Ryo poursuit son voyage. Mais il se rend soudain compte qu'il peut mourir à tout moment, car un dragon s'approche de lui. Et là, en s'approchant de lui, le dragon se met à parler. Et Ryo est choqué qu'un dragon puisse parler la même langue que lui. Le dragon est heureux que sa magie de télépathie fonctionne. Il demande alors à Ryo s'il a vu un faucon évoluer. Ryo a peur que ce faucon soit un serviteur du dragon, alors il dit qu'il a tué ce monstre et s'excuse auprès du dragon. Le dragon répond qu'il n'avait aucun lien avec cette créature et que ce qui l'intéresse maintenant, c'est le fait qu'un humain ordinaire ait réussi à tuer cette créature. Il demande comment le petit garçon humain a réussi à faire cela, alors Ryo répond qu'il l'a poignardé avec son épée. Le dragon se rend compte qu'il s'agit de l'arme du roi des fées, et il dit alors que le roi des fées doit beaucoup l'aimer pour lui avoir offert un cadeau aussi puissant, mais Ryo ne savait même pas que cette épée appartenait au roi des fées. Maintenant que le dragon a fini de poser ses questions, Ryo décide de lui en poser quelques-unes à son tour. Ainsi, les deux continuent à discuter jusque tard dans la nuit, échangeant diverses idées, parlant même de leur fille préférée. Soudain, ils entendent tous deux un rugissement venant de loin, et le dragon dit à Ryo que le moment est venu pour lui de partir. Avant qu'il ne parte, Ryo se présente, et le dragon fait de même, disant qu'il s'appelle Loin. Et pendant que tout cela se passe, nous découvrons que l'expérience de Ryo est trop belle pour être vraie. L'ange décide alors de vérifier à nouveau son statut, et il se rend compte que Ryo possède une caractéristique cachée, une caractéristique que l'ange n'avait pas remarquée auparavant. Cette capacité secrète est le pouvoir de la jeunesse éternelle, la même capacité qu'avait une fille que cet ange avait envoyée dans le même monde il y a 10 000 ans. Pendant ce temps, sans se douter de rien, Ryo décide d'aller à la plage. Il ressentait une étrange envie de manger du sel et pensait que la mer pourrait l'aider. Cependant, en arrivant, il tombe sur l'épave d'un navire qui avait fait naufrage pendant une tempête. Curieux, Ryo s'approche de l'épave, à la recherche de survivants, et trouve rapidement un corps gisant sur le sable. Mais en vérifiant, il se rend compte que l'homme est déjà mort et qu'il ne peut rien faire. Soudain, un bruit attire son attention. Des gémissements provenant de l'autre côté de la plage. Il court dans cette direction et, à sa grande surprise, trouve quelqu'un de vivant. C'était Abel, qui avait miraculeusement résisté à l'attaque d'un monstre marin géant et survécu au naufrage qui avait détruit son bateau. À son réveil, Abel est allongé dans un lit confortable. Ses affaires ont été rangées sur une table à proximité. Confus, il prend ses affaires et sort pour comprendre où il se trouve. Dehors, tout ce qu'il trouve, c'est un épais mur d'arbres. C'est alors que Ryo apparaît à la porte, avec un sourire tranquille, et lui dit qu'il est heureux de le voir debout. Abel est surpris, il n'avait pas senti la présence de Ryo s'approcher. De plus, il ne peut s'empêcher de remarquer que ce garçon s'habille de manière étrange. Il est sur le point de faire une remarque sur son manque de style, mais se retient. Avant toute chose, il le remercie pour son aide. Ryo répond humblement qu'il n'y a pas lieu de le remercier. Tout ce qu'il a fait, c'est traîner le corps d'Abel jusqu'à sa maison. Malheureusement, il était le seul survivant, tous les autres membres d'équipage du navire étaient déjà morts lorsque Ryo les a trouvés. Abel est surpris d'entendre cela, mais il n'éprouve aucune pitié pour eux. Il explique que les autres passagers étaient des contrebandiers illégaux, et qu'il ne voit donc aucune raison de les regretter. Ryo ne comprend pas très bien ce qu'il entend par « contrebandier », mais préfère ne pas poser de questions à ce sujet pour le moment. Sachant qu'Abel doit être affamé, Ryo lui propose de lui préparer un repas. Peu de temps après, les deux hommes sont assis et partagent un déjeuner simple. Au cours de la conversation,
Abel ne résiste pas et demande pourquoi Rio ne porte qu'un string. Le jeune homme rit et explique qu'il n'avait pas d'autres vêtements. Abel lui suggère d'acheter des vêtements dans un magasin, mais se reprend aussitôt, car Rio n'avait peut-être pas d'argent et cela pourrait être offensant. Et en effet, Rio admet qu'il est complètement fauché. De plus, même s'il avait de l'or, il n'y avait pas de village ou de ville à proximité où il aurait pu acheter quelque chose. Cette révélation choque Abel. Vivre seul, isolé de cette manière, n'était pas à la portée de tout le monde. Mais en même temps, il est impressionné par la force et la capacité d'adaptation de Rio, qui survit sans aucun soutien. Pendant le déjeuner, Abel demande à Rio s'il a utilisé le couteau posé sur la table pour chasser la viande qu'ils sont en train de manger. Le garçon répond que la lame sert uniquement à couper et à préparer ses proies. Lors de la chasse, il préfère compter sur sa magie de l'eau. Pour prouver ce qu'il dit, Rio crée un petit courant d'eau et remplit une cruche devant Abel. Abel est impressionné, car même dans les plaines centrales, seule la moitié de la population sait utiliser la magie. Rio, quant à lui, est encore plus surpris. L'ange Michel lui avait dit que seulement environ 20% des gens maîtrisaient les sorts, et il découvre maintenant qu'au moins dans cette région, la magie était beaucoup plus courante. Après le repas, Abel demande à Rio de le ramener au navire naufragé, car il y a encore quelque chose qu'il doit vérifier. Sur le chemin, alors qu'il traverse la forêt, Abel demande à Rio pourquoi il n'utilise pas de bâton magique, puisqu'il est sorcier. Le garçon est perplexe, car il n'en a jamais eu besoin pour utiliser la magie. Mais Abel se rend alors compte que si Rio n'a même pas assez d'argent pour s'acheter des vêtements, il est évident qu'il ne peut pas non plus s'acheter un bâton. Se sentant mal à l'aise après ce qu'il vient de dire, Abel propose de prendre les devants dans tout combat qui pourrait survenir pendant le trajet, souhaitant contribuer d'une manière ou d'une autre. Rio tente de refuser, affirmant qu'il sait déjà comment faire face seul aux dangers de la forêt, mais Abel insiste. Quand ils arrivent enfin sur le lieu du naufrage, une scène étrange les attend. Tous les corps ont disparu. Rio en déduit qu'un monstre a dû passer par là et dévorer les cadavres, ce qui rend la survie d'Abel encore plus impressionnante. Après une longue recherche parmi les débris, Abel se rend compte que ce qu'il cherchait n'est pas là. Rio lui demande alors quels sont ses projets, et Abel explique qu'il doit retrouver ses compagnons, mais que ce n'est pas facile. Il mentionne la ville qui était son point de départ, et il soupçonne qu'il se trouve loin au sud de celle-ci, ce qui rendrait le voyage difficile et solitaire. Pensif, Abel a une idée. Il propose à Rio de l'accompagner, car il ne connaît rien de la région et pourrait avoir besoin d'un guide. La demande surprend Rio, mais après réflexion, il se rend compte qu'il n'y a vraiment rien qui le retienne à cet endroit. De plus, il est curieux de rencontrer d'autres personnes de ce monde. Il accepte la proposition, mais demande un peu de temps pour régler ses affaires en suspens et suggère qu'ils partent le lendemain matin. Abel accepte sans problème et les deux hommes retournent chez Rio. Mais plus tard dans la nuit, Rio se prépare à partir seul. Abel trouve cela étrange, car il avait dit qu'il n'y avait plus personne qui vivait dans cette région, mais il décide de ne rien demander. Rio marche dans la forêt jusqu'à atteindre le lac scintillant, où il retrouve la créature sans tête. Il annonce qu'il quittera bientôt la forêt et que c'est peut-être leur dernier entraînement ensemble. C'est pourquoi il a l'intention de se battre de toutes ses forces. Rio lève son épée et avance avec détermination. La créature bloque ses coups comme d'habitude, mais cette fois, l'évolution de Rio est évidente. Ses attaques sont suffisamment puissantes pour forcer le guerrier sans tête à reculer de quelques pas. Malgré tout, la différence de niveau reste immense, et après un long et intense combat, Rio finit par être vaincu une fois de plus, s'agenouillant devant son maître silencieux. Le duel terminé, le Dulahan commence à s'éloigner lentement, marchant sur le lac scintillant. Rio se relève, encore essoufflé, et le remercie profondément pour tout l'entraînement qu'il lui a dispensé. Il sait qu'il n'a pu survivre dans la forêt jusqu'à présent que grâce au combat qu'il a mené contre ce guerrier silencieux. Le Dulahan, qui le considère désormais comme un élève précieux, décide de lui offrir un cadeau d'adieu. Sans dire un mot, il remet à Rio une cape spéciale. Le jeune homme l'accepte avec gratitude, reconnaissant l'importance de ce geste. Le lendemain matin, Rio et Abel partent enfin pour leur voyage. Avant de poursuivre son chemin, le magicien se retourne et fait ses adieux à sa première maison dans ce monde. Il continue alors son chemin, emportant avec lui des souvenirs de croissance et d'apprentissage. Peu de temps après, au milieu de la forêt, il rencontre un sanglier monstrueux. Abel demande à Rio de reculer et de le laisser gérer la situation. Sortant son épée, il charge la créature et active une technique de combat appelée « perforation totale ». En un instant, il transperce le corps du sanglier d'un seul coup, ouvrant un trou net d'un côté à l'autre. Rio est bouche bée devant ce qu'il vient de voir. Curieux, il demande à Abel ce que sont ces techniques de combat, et son compagnon lui explique que ceux qui ne maîtrisent pas la magie utilisent des techniques appelées arts de combat, qui permettent d'accomplir des exploits incroyables, comme l'attaque qu'il vient de démontrer. Après une journée entière de marche, les deux hommes arrivent dans une zone marécageuse, remplie d'hommes lézards.
Abel préfère éviter la confrontation et suggère de faire le tour par la forêt. Ils suivent le détour, mais Rio sent bientôt quelque chose approcher. Il prévient alors Abel que les hommes lézards les poursuivent. Abel dégainera son épée, prêt à se battre, mais Rio l'en empêchera, car il y a trop d'ennemis pour que le chevalier puisse les affronter seul. Rio décide alors de régler le problème avec sa magie. Abel trouve son assurance étrange, mais n'a pas le temps de lui poser la question. Plusieurs créatures surgissent en même temps des buissons, et Rio les élimine en quelques secondes, lançant une pluie de pieux de glace qui les transperce tous d'un seul coup. Abel est complètement choqué par la scène, mais garde ses questions pour lui jusqu'à la fin du combat. Lorsque le silence revient dans la forêt, il demande à Rio de lui expliquer ce sort. Notre garçon confus répond qu'il a simplement conjuré plusieurs lances de glace ordinaires. Mais selon Abel, cela était impossible, car tout mage ne devrait pouvoir lancer qu'un seul sort à la fois. Intrigué, Rio en conclut que cette limitation est peut-être inhérente à la magie du vent, car en tant qu'utilisateur de la magie de l'eau, il n'a jamais eu de difficulté à lancer plusieurs sorts. Avant de poursuivre son voyage, le garçon décide d'improviser un peu. Il crée un verre d'eau cristalline pour Abel, s'assurant ainsi qu'il reste bien hydraté. Le chevalier remarque que l'invocation utilisée était différente de la précédente. Curieux, il demande pourquoi. Rio sourit discrètement, car en réalité, il n'a pas besoin d'incantations pour utiliser la magie. Pour lui, les incantations ne sont que des phrases stylisées. Mais pour ne pas paraître étrange aux yeux de son nouvel ami, il préfère garder le mystère. Après avoir longuement marché, Rio et Abel sortent enfin de la forêt et arrivent dans un champ ouvert. Mais sans s'en rendre compte, ils viennent d'entrer dans le territoire des golems de pierre. En quelques secondes, les géants commencent à leur lancer des blocs de pierre, les obligeant à se défendre. C'était la première fois que Rio voyait un vrai golem de pierre, et son apparence était très différente de ce qu'il imaginait. Abel passe à l'offensive et active sa capacité de perforation totale, transperçant l'un des golems avec son épée. Mais à sa grande surprise, le trou se referme rapidement, comme si le monstre était capable de se régénérer, et continuer à l'attaquer petit à petit ne servirait à rien. Rio en conclut rapidement qu'ils ont besoin d'un coup unique et dévastateur, alors il demande à Abel de reculer et de lui laisser de la place. Le chevalier, toujours réticent, obéit et quitte la ligne d'attaque. Le garçon lève les mains et commence à concentrer sa mana, et rapidement, une immense boîte de glace apparaît au-dessus du champ. D'un geste ferme, il la renverse sur deux golems à la fois, les écrasant complètement, jusqu'à ce que Rio lui-même soit effrayé par la puissance du sort. Répétant le sort, il élimine les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul golem. Mais curieusement, celui-ci ne bouge plus. En s'approchant, il se rend compte que son énergie provenait de la terre, et maintenant qu'il était tombé, il ne pouvait plus se relever. À l'intérieur de son corps, il découvre une énorme pierre magique, et il décide de l'emporter avec eux, regrettant seulement de ne pas pouvoir en récupérer davantage, car les autres pierres ont été détruites. Le soir venu, ils installent un campement et discutent. Abel mentionne que des créatures telles que les golems continuent d'apparaître dans les donjons, et c'est ainsi que Rio entend ce mot, ses yeux brillant d'excitation. Il demande pourquoi personne n'avait mentionné auparavant l'existence des donjons. Abel rit et répond qu'il ne pensait pas qu'il s'y intéresserait autant, mais pour le plus grand bonheur de Rio, il lui dit que l'endroit où ils se rendent abrite un donjon. Rio en profite pour poser des questions sur les autres races. Abel explique qu'il existe des nains, qui sont des créatures petites, fortes et excellentes artisanes, et qu'ils sont nombreux. Les elfes, quant à eux, vivent reclus dans les forêts et interagissent rarement avec les humains, bien qu'il y ait une elfe vivant dans la ville où ils se rendent. Le lendemain matin, ils reprennent leur voyage vers le nord. Rio montre les montagnes au loin et dit qu'en les traversant, ils trouveront une civilisation humaine. Intrigué, Abel finit par ne pas résister et demande à Rio comment il sait cela s'il n'a jamais visité de village humain. Le garçon se contente de sourire, car en réalité, il a obtenu cette information lors de sa conversation avec le dragon, mais il a préféré ne pas le révéler. Il répond donc simplement qu'Abel sera mieux s'il ne le sait pas. Soudain, l'atmosphère change, Rio sent une présence écrasante s'approcher. Les deux s'arrêtent et à leur grande terreur, un griffon colossal apparaît devant eux. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de vaincre une créature de cette taille. Et réfléchissant rapidement, Rio prend un morceau de viande dans son sac et le lance en l'air. Abel fait de même, et la bête ailée attrape immédiatement la nourriture, détournant son attention d'une attaque qui aurait certainement été fatale. Le griffon, satisfait de la viande, décide qu'il a assez mangé pour la journée. Il ne montre plus aucun intérêt pour les deux hommes, puis la créature s'envole et disparaît vers l'est. Rio et Abel poussent un soupir de soulagement, ils viennent d'échapper de justesse à la mort. Abel fait remarquer que l'humanité n'a pas vu de griffon depuis des siècles, et que cela ne peut signifier qu'une chose. Ces montagnes font office de barrière naturelle, éloignant des créatures extrêmement puissantes de la civilisation. Donc, s'il a raison, ils finiront inévitablement par affronter d'autres monstres en chemin, et son intuition se confirme rapidement. Peu de temps après, les deux hommes tombent sur un groupe de lézards volants.
Abel suggère de faire demi-tour pour éviter l'affrontement, mais cela prendrait trop de temps dans cette région montagneuse. Rio, quant à lui, sourit avec confiance. Le griffon était un défi impossible à relever, mais il pense pouvoir vaincre ces lézards volants. Il avance alors, lève la main et lance plusieurs lances de glace acérées. En quelques secondes, les créatures tombent, abattues. Abel observe la scène, sous le choc. Normalement, il faudrait environ 20 aventuriers pour abattre une telle créature, et Rio venait d'exterminer tout un groupe à lui seul. Encore étourdi, Abel ne se plaint pas, car après tout, l'important est qu'il s'en soit sorti vivant. Le duo continue d'avancer, combattant des monstres plus petits et se frayant un chemin montagne après montagne, jusqu'à ce qu'ils émergent enfin de l'autre côté, se rapprochant enfin de la civilisation. Après des jours intenses passés à affronter des bêtes dans un territoire hostile, les deux hommes atteignent les plaines ouvertes. À la surprise d'Abel, Rio montre une certaine déception, car pour lui, chasser des lézards volants était très amusant. L'épéiste incrédule ne comprend pas comment quelqu'un peut trouver cela amusant, mais il admet au moins que la quantité de pierres magiques qu'ils ont collectées leur rapportera une belle récompense. Quelques heures plus tard, Abel aperçoit au loin une route qui traverse la plaine des en ouest. Il reconnaît immédiatement le chemin, c'est une route qui mène à une ville voisine. S'ils suivaient cette route, ils arriveraient à destination en peu de temps. Rio est enthousiaste, il va enfin avoir la chance de voir à quoi ressemblent les villes de ce nouveau monde. Abel suggère que, puisqu'ils vont faire une pause, Rio en profite pour goûter la cuisine locale, réputée pour être délicieuse. À leur arrivée, la première chose qu'ils font est de se rendre dans un restaurant. Assis à table, Abel en profite pour donner un conseil à Rio. Lorsqu'ils arriveront à leur destination finale, il devra s'inscrire à la guilde des aventuriers. Il recevrait ainsi une sorte de carte d'identité qui lui faciliterait l'entrée dans n'importe quelle ville du royaume. Contrairement à ce qui s'est passé dans la ville où il se trouve, où il n'a pu entrer que parce qu'Abel s'est porté garant pour lui. S'il causait des problèmes, Abel serait tenu pour responsable. De plus, Rio pourrait également vendre toutes les pierres magiques qu'il avait collectées directement à la guilde des aventuriers, ce qui rendait l'inscription encore plus nécessaire. Pendant qu'ils discutaient, la nourriture arriva enfin. Rio écarquilla les yeux en voyant le plat devant lui. Il avait commandé un curry, et pour être honnête, il n'avait jamais envisagé la possibilité que cet assaisonnement existe dans ce monde. Depuis son arrivée dans ce monde, il n'avait mangé que de la viande simple et des légumes fades, alors l'explosion de saveurs le rendit très enthousiaste. Le lendemain, Rio et Abel quittèrent cette ville et reprirent leur voyage. Après un certain temps de voyage, ils arrivèrent enfin aux portes de la ville où vivait Abel. Le garde à l'entrée reconnut immédiatement Abel et fut sous le choc, car le chevalier avait été porté disparu depuis des mois. Abel expliqua que son histoire était longue, mais qu'il avait réussi à survivre grâce à Rio. Reconnaissant, Nimé serre la main du jeune homme avec enthousiasme, mais comme il est en service, il ne peut pas prolonger la conversation et se contente de demander où Abel compte se rendre en premier. Le guerrier répond qu'il va directement à la guilde, car tout le monde là-bas doit encore le croire mort. De plus, il va en profiter pour enregistrer Rio comme aventurier. Normalement, tout débutant commence au rang F, mais avec la recommandation d'une personne de haut niveau comme Abel, Rio pourrait facilement commencer au rang D. Abel explique également que plus le rang est élevé, plus les missions sont difficiles, mais les récompenses sont également meilleures, et avec la quantité de gemmes qu'ils ont collectées sur les lézards volants, tout en possession de Rio, notre garçon n'aura probablement pas à se soucier de l'argent. Rio, curieux, demande si ces gemmes ont vraiment autant de valeur, et Abel confirme en disant qu'elles sont extrêmement rares et que les vendre toutes d'un coup pourrait même déstabiliser le marché. Il serait donc préférable de laisser le maître de la guilde décider quoi en faire. Quand Abel entre dans la guilde, toute la salle s'arrête. Tout le monde le croyait mort, et l'émotion est immédiate. Il est évident qu'Abel était très apprécié ici. Rio, pour ne pas perturber cette réunion chaleureuse, décide de faire un tour dans la ville. En marchant, il finit par heurter une jeune elfe. Ses yeux se fixent immédiatement sur la cape qu'il porte, reconnaissant qu'il s'agit d'un cadeau qui ne peut provenir que du roi des fées. Pour elle, cela signifiait que les fées l'avaient vraiment pris en sympathie. Intriguée, l'elfe dit qu'elle aimerait discuter davantage, mais qu'elle doit se dépêcher pour régler des affaires urgentes. Rio envisage même de la suivre, mais à ce moment-là, Abel le retrouve. Le chevalier voulait le présenter à tous les membres de la guilde. Dès qu'ils entrent, Abel raconte à tout le monde que sans Rio, il n'aurait jamais pu revenir. Les aventuriers locaux, émus et reconnaissants, accueillent le jeune homme à bras ouverts et lui réservent un accueil chaleureux. Rio commence à sentir qu'il est peut-être enfin en train de trouver sa place dans ce monde. Après les présentations, Abel emmène Rio à la réception. Là, il demande à l'employée, Nina, d'enregistrer son compagnon. Il demande également que le rang initial de Rio soit élevé à D, car il a l'intention de lui donner sa recommandation personnelle.
Nina, surprise, fait remarquer que c'est la première fois qu'Abel fait une telle recommandation, mais compte tenu des exploits de Ryo, il affirme que celui-ci mérite amplement cette recommandation. Nina dit qu'elle n'a aucun problème à enregistrer Ryo au rang D, mais même avec la recommandation d'Abel, il devra tout de même passer un test de force pour prouver ses compétences. Abel est d'accord et prévoit d'en discuter avec le maître de la guilde. Pendant ce temps, Nina leur demande d'attendre dans la salle de réunion. Quelques minutes plus tard, le maître de la guilde, appelé Hugh, entre précipitamment et voit Abel vivant. Il court vers lui, le soulagement se lisant clairement sur son visage. Le chevalier s'excuse de l'avoir inquiété pendant si longtemps, mais le chef de la guilde répond qu'il est simplement heureux de le revoir. C'est alors que son regard se pose sur le garçon maigre qui se tient au fond de la pièce. Abel le présente comme Ryo, le garçon qui lui a sauvé la vie. Le chef de la guilde écoute attentivement et accepte rapidement l'idée de le promouvoir, mais souligne qu'avant d'autoriser quoi que ce soit, il doit confirmer personnellement sa force. Abel lui assure qu'il n'y aura aucun problème. Pour preuve, il remet à Hugh une bourse remplie de pierres précieuses. Le maître de la guilde examine les pierres et confirme leur authenticité, mais il s'inquiète aussitôt, car s'il y avait autant de lézards volants dans cette région, ils pourraient représenter une menace sérieuse pour tout le royaume. Abel le rassure cependant. Il explique que les créatures se trouvaient au sud des montagnes maléfiques et qu'elles ne se déplaceraient probablement pas au-delà. Ryo est perplexe en entendant ce nom, il n'avait jamais entendu parler de cet endroit. Abel lui explique alors qu'il s'agit précisément des montagnes dangereuses qu'ils ont traversées ensemble pour arriver là où ils sont. Ils ont traversé un territoire très mortel, que même les aventuriers de haut niveau évitaient d'approcher. Le simple fait d'avoir traversé cet endroit et d'être encore en vie était déjà une preuve du pouvoir de Ryo. Reconnu, le maître de la guilde reconnaît enfin Ryo comme quelqu'un qui a les qualifications pour devenir rank D. Mais avant qu'il ne puisse conclure la réunion, les anciens compagnons d'Abel arrivent sur place. Ils ont entendu la nouvelle qu'il était vivant. L'émotion envahit le groupe et Hugh décide de quitter la pièce pour leur laisser le temps de discuter et promet de s'occuper personnellement des papiers de Ryo. Après cela, Ryo est emmené dans une autre pièce, où Nina apparaît avec les documents nécessaires à son enregistrement officiel. Elle commence par remplir un formulaire et lui demande quelle est sa classe. Ryo répond qu'il est un mage de l'eau, et comme il n'est jamais entré dans un donjon, Nina lui suggère de suivre un cours. Dans ce cours, il apprendra tout sur les donjons, et le cours a lieu tous les mois. Enthousiasmée par la possibilité d'explorer un vrai donjon, Ryo accepte immédiatement. Elle l'informe que le cours commencera dans 2 jours, à 9 h du matin. Ce qui surprend le plus Ryo, cependant, c'est que ce monde utilise les mêmes unités de temps que la Terre, avec une journée divisée en 24 heures, des semaines de 7 jours et des mois de 30 jours. De plus, ils utilisaient également un système métrique pour les mesures. Et Ryo en conclut qu'un autre réincarné a dû apporter cette connaissance dans ce monde, façonnant ainsi le fonctionnement de celui-ci. Nina lui demande alors de poser sa main sur un cristal magique. L'artefact brille et enregistre toutes les informations sur une carte de la guilde. Ryo a désormais une identité officielle dans ce monde. À l'extérieur, il retrouve Abel, qui insiste pour lui acheter de nouveaux vêtements et un bâton en guise de remerciement. Ryo, souriant, dit qu'il apprécie le geste, mais qu'il n'a jamais eu besoin d'un bâton. Contrairement à la plupart des magiciens, il pouvait lancer des sorts sans l'aide de catalyseur. De plus, il préfère utiliser une épée, et pour lui, un bâton ne ferait que le gêner. Plus important encore, Ryo avait encore beaucoup de doutes. Les deux hommes passent des heures à discuter, et ils découvrent des détails fascinants sur le fonctionnement de ce monde. Cependant, à chaque réponse, sa conviction grandit. Il était certain que quelqu'un de la Terre s'était réincarné là avant lui et avait profondément marqué le destin de cet endroit. Il se faisait tard, alors Abel décide qu'il est temps de retourner à la guilde. En tant qu'invité d'honneur, il insiste pour que Ryo l'accompagne. Le garçon ne comprend pas très bien ce que cela signifie jusqu'à ce qu'ils arrivent sur place. Il s'avère qu'une fête entière a été organisée pour célébrer le retour d'Abel, et la fête est désormais également destinée à accueillir Ryo. La salle est remplie d'aventuriers enthousiastes, les rires résonnent et les chopes de boissons ne cessent de circuler. La fête se prolonge jusque tard dans la nuit, et bien que tout le monde se soit bien amusé, Ryo se réveille complètement épuisé le lendemain. Nina arrive tôt le matin et s'excuse au nom de tous de l'avoir tant fatigué. Ryo se contente de sourire et dit que ce n'est pas grave, car après tout, il est aussi en partie responsable, ayant bu plus qu'il n'aurait dû. Comme il va loger temporairement dans les locaux de la guilde, Nina l'accompagne jusqu'à sa chambre, où elle lui présente ses nouveaux collègues. Le premier est Nils, un garçon sympathique et bavard, tandis que le blond au fond s'appelle Ito. Tous deux l'accueillent très chaleureusement, et la réceptionniste, satisfaite de cette ambiance amicale, prend congé en lui rappelant que le cours pour les plus bêtes commence le lendemain et qu'il ne doit pas être en retard. Dès que Nina est partie, Nils soupire et dit à quel point il trouve la réceptionniste séduisante. Ito, en riant, interrompt son ami en disant qu'il n'y a aucune chance qu'une femme comme elle s'intéresse à quelqu'un comme lui.
Il se présente ensuite formellement à Ryo et suggère qu'il garde une ambiance détendue dans la chambre afin de pouvoir devenir de bons amis. Le mage accepte avec joie, et Ito exprime son soulagement. Il craignait d'être écarté, tout comme Dan, de la chambre 1. Peu après, quelqu'un frappe à la porte. À la surprise générale, c'est à nouveau Nina. Elle s'excuse pour le dérangement, mais explique qu'un nouvel aventurier enregistré avait besoin d'un hébergement et qu'elle voulait l'installer dans cette chambre. Le nouveau venu se présente sous le nom d'Amon. Le groupe trouve son apparence trop jeune pour être un aventurier, et sans détour, il admet n'avoir que 16 ans. Mais comme ses parents sont décédés, il n'avait pas beaucoup d'autres options pour survivre. Ito s'empresse de le réconforter en lui disant qu'il n'y a pas de honte à cela. De nombreux aventuriers ont commencé leur carrière dans des situations similaires. Amon révèle également qu'il participera au cours de Masmura le lendemain, ce qui incite Nina à demander à Ryo de l'accompagner pendant l'activité. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Abel raconte à ses coéquipiers tout ce qui s'est passé pendant son voyage à travers les montagnes maléfiques. Cependant, la magicienne Lin refuse de croire à ces histoires. Pour elle, un garçon comme Ryo ne pourrait jamais utiliser une magie aussi puissante. Selon elle, créer des murs de glace est possible, mais ces murs sont généralement fragiles et inutiles au combat. L'idée de conjurer un cube de glace géant pour écraser les ennemis lui semblait tout simplement absurde. Même face à l'incrédulité, Abel insiste avec conviction. Il était là et a tout vu de ses propres yeux, mais Lin continue de secouer la tête, incapable d'accepter cette réalité. Le pouvoir de Ryo défiait tous les principes fondamentaux de la magie que la magicienne Lin avait passé toute sa vie à étudier. Plus elle y pensait, plus elle était irritée à l'idée qu'un garçon puisse être aussi fort qu'elle. En fait, ce garçon était 1000 fois supérieur à elle, alors qu'elle était une aventurière de haut rang. Pour aggraver les choses, Abel restait ferme, affirmant avoir tout vu de ses propres yeux, et d'après sa description, la seule personne qui pouvait se rapprocher de telles capacités était le légendaire mage de l'enfer, un héros légendaire capable de réduire des armées entières en cendres d'un seul chant. Comparer Ryo à une figure aussi renommée semblait absurde, mais il était impossible de nier la similitude. Riria, une autre membre du groupe, exprime son inquiétude. Si Ryo était vraiment aussi puissant, que se passerait-il s'il se retournait contre eux et décidait de s'allier à l'Empire de Buis? Abel, cependant, rit et écarte cette possibilité. Selon lui, Ryo ne ferait jamais cela, car après tout, pour le jeune homme, cet empire ne semblait pas très sympathique, et c'était ce qui comptait vraiment. Quelques jours passent et Ryo poursuit son entraînement dans le cours sur les donjons. Ce matin-là, un instructeur annonce que tout le monde va faire sa première visite dans un véritable donjon. Avant d'entrer, il laisse la place aux questions, et Ryo lève la main. Il veut savoir s'il existe des mécanismes de téléportation qui permettent aux gens de retourner aux étages déjà explorés. Surpris par la question, l'instructeur admet que oui, il existe des systèmes de ce type dans le donjon sud, mais que rien de tel ne se trouve dans la région où il se trouve. Peu après, le groupe arrive devant l'entrée du donjon, et l'instructeur explique que la ville de Loom elle-même a été construite autour de celui-ci, occupant le centre exact de la région. De temps en temps, un phénomène appelé marée de monstres se produit. Il s'agit essentiellement d'un événement au cours duquel la population de monstres augmente de manière excessive et où les créatures se préparent à envahir la ville. C'est pourquoi la ville de Loom possède 2 remparts, un extérieur et un intérieur, conçus pour contenir toute menace. Ryo trouve ce système défensif curieux, tandis que Mano est nerveux rien qu'à l'idée de ce qui se passerait si un tel événement se produisait. L'instructeur tente de le rassurer, car la marée ne se produit pas tous les ans et les chances qu'elle se produise maintenant sont minimes. S'ils disent cela, c'est probablement que quelque chose de ce genre va bientôt se produire. En entrant au premier étage, l'instructeur les prévient qu'ils ne rencontreront là que des monstres basiques. Les apprentis sont libres d'explorer, mais doivent rester à proximité au cas où quelque chose tournerait mal. Ryo et Amon décident de se séparer du groupe principal et d'explorer par eux-mêmes. Peu de temps après, Ryo sent une présence hostile plus loin. Il s'arrête et dit à Amon qu'ils vont affronter cette créature ensemble. En avançant dans la grotte, il trouve une fourmilière de soldats patrouillant dans le tunnel. Ryo élabore rapidement un plan, il va utiliser sa magie pour immobiliser la créature au sol, et quand cela se produira, Amon devra l'achever. Amon dit qu'il a compris le plan, alors Ryo utilise sa magie de glace, transperçant les membres de la fourmi soldat et la clouant au sol. Profitant de l'ouverture, Amon court vers le monstre et l'achève d'un coup précis qui le décapite. Ryo le félicite pour sa première victoire contre le monstre, et Amon ne peut cacher sa fierté. Mais le mage lui rappelle qu'il reste encore une tâche importante à accomplir. Retirer la pierre magique du corps de la créature avant de la laisser derrière eux. Plus tard dans la nuit, les 2 hommes retournent à l'auberge, et lorsqu'ils apprennent qu'ils ont terminé le cours avec succès, Eto et Nils organisent une petite fête. Eto avoue être impressionné, car il ne s'attendait pas à ce qu'ils parviennent à vaincre une fourmi soldat dès leur première incursion. Amon, modeste, dit qu'il n'a pas fait grand-chose, car c'est Ryo qui a maintenu la créature prisonnière. Mais le jeune mage insiste, le coup final a été porté par Amon, et cela comptait beaucoup.
Au milieu de la conversation, Nils demande ce qu'ils comptent faire maintenant qu'ils sont officiellement certifiés pour entrer dans les donjons. Amon répond qu'il aimerait y retourner et explorer davantage, mais la simple idée d'affronter tout cela seul le terrifie. Ryo propose alors de l'accompagner, puisqu'il avait de toute façon l'intention de descendre au 3e étage du donjon, mais quelque chose ne collait pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fourmis soldats au premier niveau. Selon l'instructeur, il ne devrait y avoir que des chauves-souris dans cette zone. Soudain, une voix retentit derrière lui, c'était Abel. Il explique que les fourmis creusaient souvent des tunnels jusqu'aux étages supérieurs, il n'était donc pas rare de les trouver hors de leur habitat. Ryo est surpris de le voir là, mais Nils et Eto sont complètement paralysés. Pour eux, Abel était une véritable légende. Nils, nerveux, se présente et demande à serrer la main de son héros. Abel, souriant, accepte le geste et leur donne un conseil direct, leur demandant de ne pas exagérer dans leur mission, car la survie doit toujours être la priorité numéro 1. Ryo, curieux, demande ce qu'Abel faisait là si tard. Il explique que son groupe venait de rentrer d'une longue mission et qu'il devait rendre compte des détails au maître de la guilde. Peu après, ses compagnons entrent dans l'auberge à sa recherche. Tous en ont assez des fuites constantes du spadassin. Aren le jette simplement sur son épaule et l'emmène de force, pour le plus grand amusement de Ryo. Mais il remarque alors quelque chose d'étrange. L'un le regarde intensément, comme si elle lui en voulait secrètement. L'atmosphère devient même inconfortable jusqu'à ce que Rya la réprimande, lui disant d'arrêter d'être bizarre et de se dépêcher, car ils doivent encore parler au maître de la guilde. La magicienne s'excuse pour le dérangement, mais Ryo répond qu'il s'en fiche. Alors qu'ils sortent, Rya gronde à nouveau l'un, car regarder les autres de cette façon est tout simplement impoli. L'un admet cependant qu'elle n'a tout simplement pas pu s'en empêcher. L'un n'a pas pu se retenir après avoir entendu tant de choses incroyables sur Ryo. Pour elle, il est impossible de ne pas être curieuse. Elle veut voir de ses propres yeux tout ce dont il est capable. Mais Abel la calme en lui disant qu'il n'y a aucune raison de se précipiter. Tôt ou tard, tout le monde aura l'occasion de voir Ryo se battre. Le lendemain, Ryo et Amon retournent au donjon. Ils ont convenu de répéter la même stratégie. Ryo utiliserait sa magie de glace pour immobiliser les monstres, tandis qu'Amon porterait le coup final avec son épée. La tactique fonctionne bien, et pendant une pause, Ryo en profite pour demander à Amon où il a appris ce style de combat. Le garçon explique qu'il a été formé par un vieil homme appelé Kiro, qui a étudié dans l'une des écoles d'escrime les plus renommées de la capitale. C'est là-bas qu'il a appris les bases de ses mouvements. Ryo fait l'éloge de ce style, le reconnaissant comme très efficace, mais remarque qu'Amon se fatigue très vite, ce qui exigerait plus d'endurance physique. Le jeune homme est un peu bouleversé, avouant qu'il a peur d'être trop faible pour devenir un véritable aventurier. Mais Ryo le rassure, lui disant que la force vient avec le temps et la pratique. Il rappelle que même Abel s'entraînait quotidiennement de manière rigoureuse pendant ses voyages, ce qui prouvait à quel point la constance façonnait ses compétences. Le lendemain matin, Ryo décide de changer de routine. Au lieu d'aller dans un donjon, il se rend à la bibliothèque de la ville pour faire des recherches sur l'alchimie. Impressionné par la quantité absurde de livres, il demande l'aide d'un bibliothécaire, qui le guide vers la section des débutants. Il passe des heures plongées dans ses études, absorbant autant qu'il le peut, mais le temps est limité, et il se rend vite compte que l'idéal serait d'acheter quelques volumes pour étudier tranquillement chez lui. Plus tard, assis sur un banc de la place centrale, Ryo remarque quelque chose d'étrange. Le ciel commence à s'assombrir, et lorsqu'il lève les yeux, il voit le soleil soudainement obscurci. En un instant, toutes les personnes autour de lui disparaissent. Son instinct lui crie de se méfier. Il savait qu'il y avait un monstre dans les parages. Quelques secondes plus tard, une énorme rafale de feu lui fonce dessus. Il réagit dans le feu de l'action, érigeant plusieurs barrières de glace pour se protéger, survivant de justesse. Mais la chaleur est dévastatrice et fait fondre complètement ses défenses. Le cœur battant à tout rompre, il lève les yeux et voit l'origine de l'attaque, une démone à l'apparence séduisante qui marche lentement vers lui. Comme si elle était la propriétaire de toute cette place, il suffit d'un seul regard à Ryo pour comprendre que Léonore est une ennemie terrifiante. Son premier réflexe est de s'enfuir, mais il comprend rapidement qu'il n'a nulle part où aller. Cet endroit ressemble à une dimension isolée, créée spécialement pour le piéger. La démone lève la main et lance une nouvelle rafale de feu. Ryo érigea ses murs de glace et parvint à bloquer l'impact. Mais aussitôt après, elle conjura une lance de vent acérée, dirigée droit vers son cœur. Il n'eut pas le temps de réagir, mais heureusement, le manteau du roi des fées brilla et dissipa le sort avant qu'il ne l'atteigne. Léonore plissa les yeux, reconnaissant l'origine de ce vêtement. Elle demanda ce qu'un simple humain avait bien pu faire pour recevoir un cadeau aussi rare, mais elle se mit bientôt à rire en disant qu'au final, cela ne ferait aucune différence. Si le feu et le vent ne fonctionnaient pas, elle aurait recours au combat au corps à corps. Elle dégaina son épée, promettant de le couper en morceaux. Ryo dégaina également sa lame, prêt à affronter l'assaut. Les deux s'affrontèrent dans un duel rapide. Elle semblait beaucoup plus rapide que lui, mais Ryo avait confiance en lui.
L'entraînement brutal qu'il avait suivi avec le roi des fées était bien plus dur que ce combat. Léonore tenta de lancer des sorts au milieu du combat pour prendre l'avantage, mais la vitesse d'incantation de Ryo était supérieure. Il annulait ainsi ses sorts avant même qu'ils ne soient terminés. Au moment de l'ouverture, il conjura des dizaines de lances de glace, les lançant tout en même temps. Léonore répondit par des flammes, en faisant fondre une bonne partie, puis érigea 2 grands murs de pierre pour bloquer le reste. Mais la roche ne suffit pas contre les jets d'eau sous pression de Ryo, qui traversèrent la défense et la touchèrent, laissant plusieurs coupures sur son corps. Le mage vit là une opportunité et s'élança pour porter le coup final. Cependant, au moment où les épées se rencontrèrent à nouveau, il remarqua quelque chose d'effrayant. Les blessures de son ennemi se refermaient sous ses yeux. Elle avait malheureusement un pouvoir de guérison, et des égratignures comme celle-ci n'étaient rien pour elle. Avec une force brute, Léonore poussa Ryo contre un bâtiment, l'écrasant contre le mur. Mais avant qu'elle ne puisse attaquer à nouveau, elle se rendit compte qu'elle était entourée de dizaines de sphères d'eau qui flottaient dans les airs. Dès qu'elles touchèrent sa peau, elles s'évaporèrent instantanément, lui brûlant la chair et le visage. Surprise et craignant de subir des dommages mortels, la démone se protégea en s'enfouissant dans plusieurs couches de roches. Pour la première fois, elle avait ressenti une véritable douleur, et cela l'avait enthousiasmée. Plus que le vaincre, elle voulait désormais continuer à se battre contre Ryo, mais son temps était compté. Le domaine magique qui la maintenait là était sur le point de disparaître. Léonore, frustrée, déclara qu'elle aurait adoré le tuer, mais elle était certaine que leur chemin se croiserait à nouveau au combat. Sur ces mots, un éclair enveloppa son corps, puis elle disparut. Ryo tomba à genoux, soulagé, car sans le manteau enchanté, il serait mort avec un trou dans la poitrine. Il comprit qu'il devait encore s'améliorer, car il était désormais certain que des ennemis comme elle ne seraient pas une exception dans ce monde. Mais pour l'instant, il était en vie, et c'était déjà une victoire suffisante. Il décida donc de reprendre ses plans initiaux, qui consistaient à acheter les livres d'alchimie qu'il désirait tant avant d'être pris en embuscade par cette attaque. En chemin, il passa par la guilde pour vérifier son solde, et lorsqu'il ouvrit son compte, il fut choqué, car d'une manière ou d'une autre, il était riche. Ryo se souvient de ce qu'Abel avait dit à propos des pierres de l'Argadisha volante qui étaient incroyablement précieuses, mais il n'imaginait pas que la vente d'une seule d'entre elles rapporterait autant d'argent. Il se rend compte que, du moins pour l'instant, il n'a pas à se soucier de ses finances, et qu'il pourrait passer toute la journée à ne rien faire s'il le souhaitait. Il décide alors de retourner dans sa chambre, mais en arrivant, il est surpris de voir que personne n'est encore revenu. Peu après, il entend du bruit dans le jardin. En allant voir ce qui se passe, il découvre une scène inquiétante. Nius, Eto et Amon sont à terre, blessés, encerclés par 5 hommes. Nius maudit Dan de les avoir pris en embuscade, mais son rival se contente de rire, affirmant qu'un aventurier doit toujours être vigilant et que c'est donc de leur faute s'ils ont été pris par surprise. Le pire, c'est que Dan n'avait aucune raison d'agir ainsi, il s'amusait simplement à leurs dépens. Ryo, irrité de voir ses amis maltraités, agit sans hésiter. D'un geste, il conjure sa magie de glace et terrasse 4 des agresseurs d'un seul coup, laissant Dan complètement seul. Il regarde son adversaire et lui demande s'il a l'intention de s'enfuir maintenant qu'il n'a plus de renfort. Dan, confiant, pense que Ryo est faible au corps à corps, car c'est un mage, alors il se jette sur lui avec un coup de poing très puissant. Mais en quelques instants, il se retrouve à terre, vomissant son dîner, après avoir reçu une réponse précise de Ryo. La situation étant résolue, le mage rejoint ses compagnons et donne à Eto une potion de récupération, afin qu'il puisse utiliser sa magie de guérison sur les 2 autres. Nils, bien que blessé, se sent honteux d'avoir été battu par Dan, mais Ryo le rassure en lui rappelant qu'il était probablement épuisé après avoir passé toute la journée dans le donjon avec Mon. Également fatigué, Ryo suggère à tout le monde de se détendre dans un bon bain chaud. Pendant le repos, Eto en profite pour soigner une blessure à l'épaule de Ryo. Heureusement, il n'y avait pas de fracture, mais la force du coup lui a fait comprendre une chose. Si le coup avait atteint son cœur, il aurait pu mourir. Ryo avoue que le coup visait effectivement son cœur, et qu'il a seulement réussi à l'esquiver suffisamment pour que l'attaque atteigne son épaule. Même s'il a évité le coup fatal, la douleur était intense. Les autres sont choqués d'apprendre que Ryo a failli être vaincu. Ils lui demandent contre qui il s'est battu, mais le mage se contente de soupirer et répond que c'est une longue histoire. Il promet de tout raconter plus tard, mais pour l'instant, il veut juste se reposer. Le lendemain, Eto, Mon et Nils retournent au donjon. Après avoir vaincu un gobelin archer au 5e étage, Nils sent que quelque chose ne va pas. Ces monstres ne devraient pas se trouver à ce niveau. Il suggère à tout le monde de battre en retraite, car il sent un danger imminent. De plus, ils ont déjà gagné suffisamment d'argent pour aujourd'hui, et cette décision s'avère judicieuse, car plus loin dans la caverne se trouve une créature capable de les éliminer sans effort, d'autant plus que Ryo n'est pas avec eux.
Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, Ryo s'entraînait, car son dernier combat lui avait clairement montré à quel point il devait encore progresser. Bien que sa vitesse d'incantation soit très bonne, son ennemi se déplaçait encore plus vite grâce à la magie du vent. Le problème est que Ryo ne maîtrisait pas cet élément, il devait donc trouver une alternative. La meilleure idée qui lui fut d'adapter son jet d'eau à la propulsion sur terre ferme. Il utilisait déjà cette technique pour se déplacer avec agilité sous l'eau, mais il n'avait jamais essayé de l'appliquer sur le sol, et la question était maintenant de savoir comment la faire fonctionner. Pour commencer les tests, Ryo forme une couche de glace sur le sol, puis crée plusieurs jets d'eau qui jaillissent de son dos. L'idée était de les utiliser comme propulseurs pour augmenter sa vitesse. Mais dans la pratique, son corps a à peine bougé. Le premier test se solde par un échec. Il décide que lors de sa prochaine tentative, il augmentera le nombre de jets, et peut-être le volume d'eau. Mais pour l'instant, il met l'entraînement de côté, car ce qui l'intéresse le plus, c'est de retourner à la bibliothèque pour étudier davantage l'alchimie et les démons. Après tout, sa rencontre avec Léonore lui a clairement fait comprendre qu'il devait mieux se préparer. Pendant ce temps, Lynn fouillait frénétiquement tous les grimoires et livres de sorts qu'elle pouvait trouver. Elle cherchait quelque chose qui ressemblait au cube de glace géant qu'Abel affirmait avoir vu Ryo conjurer, mais même les livres de sorts interdits ne mentionnaient rien de similaire. S'il avait vraiment lancé ce sort, il ne pouvait s'agir que d'une magie originale, mais le problème était qu'un sort de ce niveau exigeait une quantité absurde de mana, et Lynn avait du mal à croire que Ryo ait pu le faire avec autant de naturel. Alors qu'elle rangeait l'un des livres, Sarah, l'elfe qui avait déjà croisé Ryo, entra dans la bibliothèque. Elle était une amie de Lynn et lui demanda aussitôt ce que la magicienne faisait là. Lynn expliqua qu'elle essayait de trouver un sortilège spécifique, mais sans succès. Sarah regretta de ne pas pouvoir l'aider et dit qu'elle aurait adoré se joindre à la recherche, mais qu'elle venait de rentrer d'une mission dans la capitale royale et qu'elle était en retard pour une réunion importante. De retour à la guilde, Nils, Etu et Amon se rendent au comptoir pour remettre à Nina le rapport de l'exploration de la journée. La réceptionniste est surprise de les voir si tôt, car ils passaient généralement beaucoup plus de temps dans le donjon. Eto explique qu'il y avait une bonne raison à cela, ils avaient trouvé quelque chose d'inhabituel. Il lui remet une pierre magique, et après l'avoir inspectée, Nina confirme qu'il s'agit bien de la pierre d'un gobelin archer. Le problème, c'est que ce type de monstre ne devrait pas apparaître au 5e étage. Alarmée, Nina les remercie pour l'information et court prévenir le maître de la guilde. Dès que Hug apprend la nouvelle, il est aussi choqué qu'elle. Les gobelins archers ne devraient être rencontrés qu'à partir du 10e étage. En trouver un dès le 5e signifiait que quelque chose de grave se passait dans le donjon. Inquiet, le maître demande à Nina combien de groupes de haut niveau étaient encore disponibles, et elle répond que seule l'équipe d'Abel, l'épée Crimson et la brigade blanche étaient en ville. Hug demande alors de les convoquer immédiatement afin qu'ils puissent leur transmettre l'information en personne. Peu de temps après, Abel et les autres arrivent à la guilde, répondant à l'appel urgent du maître. Abel n'est pas du tout content d'apprendre que la brigade blanche a également été convoquée. Il déteste avoir affaire à leur chef. À son grand dam, lorsqu'il arrive dans la salle de réunion, il voit Phelps déjà assis, qui le salue d'un simple signe de la main. Une fois tout le monde réuni, Hug, le maître de la guilde, explique la raison de cette convocation. Récemment, un groupe de novices avait signalé avoir rencontré un gobelin archer au 5e étage. Abel demanda aussitôt si cette information était fiable, mais Hug assura qu'il avait déjà reçu des preuves concrètes et qu'il n'y avait aucun doute sur la véracité de cette nouvelle. C'est pourquoi il souhaitait engager à la fois le groupe d'Abel et la brigade blanche pour une mission conjointe. Enquêter dans le donjon à la recherche de signes d'une possible invasion de monstres, car cela faisait 10 ans depuis la dernière, et qu'il y avait de fortes chances que d'autres soient sur le point de se produire. Hug a clairement indiqué que la mission n'était pas un combat, mais seulement une reconnaissance. S'il trouvait le moindre indice de marée, il devait immédiatement remonter à la surface et l'avertir. À partir de là, il ordonnerait la fermeture des doubles remparts autour du donjon et attendrait les renforts des chevaliers de la région. Les conditions étaient claires, chaque groupe recevrait 100 pièces d'or à l'avance et 200 autres à la fin de la mission. Et comme le seigneur local avait déjà autorisé l'opération, il ne manquait plus que la confirmation des chefs. Abel et Phelps ont tous deux accepté au nom de leurs équipes, et l'enquête est prévue pour le lendemain. Le lendemain, Ryo se réveille tôt avec d'autres projets. Il avait l'intention de visiter la bibliothèque nord de la ville, célèbre pour sa collection de livres avancés sur l'alchimie. Eto fait remarquer que l'accès à cette bibliothèque était réservé aux aventuriers de rang D ou supérieur, mais cela ne poserait pas de problème à Ryo grâce à Abel. Amon, quant à lui, se souvient avoir entendu des rumeurs. Les textes interdits, qui traitaient de connaissances occultes, ne pouvaient être consultés que par les aventuriers de rang B et supérieur. Ryo se rend compte que, pour l'instant,
il n'aura pas moyen de mettre la main sur ses secrets, mais sa curiosité ne fait que grandir. Peu de temps après, Ryo arrive à la bibliothèque Nord. L'endroit était encore plus impressionnant que la bibliothèque du Sud. La collection de livres était gigantesque, au point qu'il se rendit compte qu'il aurait du mal à trouver ce qu'il cherchait tout seul. Mais il savait aussi qu'il serait étrange de poser directement des questions sur les démons, car cela pourrait éveiller les soupçons. En montant un escalier, il finit par heurter Sarah. Ils sont tous deux surpris de se voir là, mais l'elfe lui sourit aussitôt. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, les membres de la épée pourpre et de la brigade blanche étaient réunis devant les portes du donjon, prêts à commencer leur enquête. Hugh s'apprêtait à ouvrir les portes quand Abel l'interrompit. Il a eu un mauvais pressentiment. Il demande à Link d'utiliser sa magie du vent pour fouiller le premier étage avant qu'il n'entre. Le sort a révélé quelque chose d'effrayant. Des centaines de monstres attendaient juste à l'entrée, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, la vague de monstres avait déjà commencé. Hugh déclare immédiatement l'état d'urgence et lance un appel urgent à tous les aventuriers disponibles pour qu'ils se rendent au donjon, car ils ont besoin de tous les combattants possibles pour contenir l'avancée. De retour à la bibliothèque, Sarah se présente officiellement à Ryo et se réjouit de le revoir. Elle lui demande ce qui l'amène ici, et il est sur le point de dire la vérité, à savoir qu'il souhaite faire des recherches sur les démons, mais il change sa réponse au dernier moment, prétextant qu'il souhaite en savoir plus sur l'alchimie. L'elfe se montre curieuse, car l'alchimie était une discipline difficile. Ryo explique que son objectif final était de construire un golem, même s'il n'était pas pressé de le faire. Sarah admet qu'il n'y avait malheureusement pas de livre sur la création de golems à la bibliothèque, mais elle propose de le guider vers les sections qui pourraient l'aider à se lancer dans l'alchimie. Au cours de la visite, elle demande à Ryo s'il aime lire, et il répond qu'il adore ça, sinon il ne serait pas venu à la bibliothèque. Il ajoute qu'il n'a pas eu accès à des livres depuis longtemps, c'est pourquoi il se rend à la bibliothèque tous les jours. Sarah rit, disant qu'il parle comme s'il n'avait pas vu un livre depuis des décennies, et Ryo change simplement de sujet. En échange, il lui dit à quel point il trouve incroyable qu'elle soit une elfe. Sarah admet qu'il était rare de trouver des elfes vivant dans des villes humaines, et que certains la considéraient comme étrange à cause de cela, mais elle ajoute que si elle n'avait pas choisi cette vie, elle n'aurait pas eu la chance de rencontrer Ryo, et qu'elle ne regrettait donc pas son choix. Alors que les deux discutaient tranquillement dans les couloirs, la situation à l'extérieur de la bibliothèque était chaotique. Les portes du donjon avaient été verrouillées, et tous les aventuriers s'étaient alignés sur les remparts pour repousser la vague d'ennemis. Soudain, les portes principales du donjon explosent, et une horde de gobelins envahit le territoire où seuls les humains devraient pouvoir mettre les pieds. Les archers tirent une pluie de flèches, tandis que les mages lancent des rangées de boules de feu. La stratégie était simple, une rotation constante. Chaque fois qu'un aventurier était blessé, un autre prenait sa place afin que le blessé puisse être soigné et revenir au combat. Mais le nombre absurde de gobelins commençait à inquiéter Hugh. La bataille s'éternisait et les réserves de flèches diminuaient de plus en plus. Phelps ordonne à son équipe d'économiser son énergie, et Abel avertit l'un de ne pas dépenser tout son mana trop tôt. Alors qu'il semblait sur le point d'être à court de ressources, Nils apparaît, accompagné de plusieurs aventuriers de Baran. Ils apportèrent toutes les flèches qu'ils avaient pu trouver dans la ville, donnant un nouveau souffle à la ligne de défense. Et désormais, l'objectif était simple. Une fois les gobelins mineurs vaincus, il incombait au groupe Espada Carmesim et à la brigade blanche d'affronter le véritable chef de la vague. Quelques heures plus tard, pratiquement tous les gobelins ordinaires avaient été éliminés, et le moment tant attendu était sur le point d'arriver. Hugh donne le signal aux deux équipes d'avancer. Tout le monde saute des remparts, tandis que l'un utilise la magie du vent pour s'assurer que le groupe atterrisse en toute sécurité. Il restait encore quelques gobelins éparpillés, mais Abel et Phelps avancent rapidement pour les éliminer. Bientôt, la véritable menace se révèle. Un immense général gobelin émerge de l'intérieur du donjon. À la surprise générale, ce n'est pas un, mais 3 généraux qui apparaissent en même temps. C'était un très mauvais signe. La présence de plusieurs généraux ne pouvait signifier qu'une chose. Il y avait un roi gobelin dans les parages, il était essentiel de les vaincre le plus rapidement possible. Abel organise la stratégie. Lui et Phelps s'occuperaient chacun d'un général, tandis que Rhea et Shena affronteraient le troisième. Le plan était désormais défini. Dans le feu de l'action, Abel esquive une attaque et parvient à arracher le bras de son adversaire, prouvant que les généraux n'étaient pas invincibles. Mais soudain, quelque chose d'étrange attire son attention à l'intérieur du donjon. Il crie à tout le monde de se baisser, et l'instant d'après, un vent violent traverse le champ de bataille, coupant les 3 généraux en deux. Heureusement, les aventuriers ont réussi à se baisser à temps pour ne pas être tranchés eux aussi. La source de l'attaque s'avère être le roi gobelin, quelque chose de différent de tout ce qu'ils avaient déjà affronté. Il faisait preuve d'une force et d'une vitesse absurde. Abel et Phelps ne perdent pas de temps et avancent. Phelps tente de transpercer la créature avec sa lance, mais le coup rebondit sur l'épaisse armure du monstre. Sans alternative, il recule. Abel, quant à lui,
poursuit avec fougue, utilisant sa technique de l'ombre parfaite pour esquiver la contre-attaque du roi, avant de lui enfoncer sa lame dans la poitrine. Le coup n'est pas suffisant pour le vaincre, mais Abel ne s'attendait pas à le battre seul. Ce n'était qu'une ouverture parfaite. Il appelle l'un, qui avait passé tout ce temps à préparer un sort puissant. Elle lance une rafale dévastatrice de balles de vent, traversant le corps du roi gobelin à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement, la menace tombe vaincue. Ainsi, la crise de la marée des monstres touche enfin à sa fin. De retour à la guilde, tout le monde célèbre la victoire. La salle est en fête, mais Ryo, qui revient de la bibliothèque, ne comprend rien à cette ambiance euphorique. Pendant ce temps, Hug est enseveli sous des piles de rapports et de paperasses. Il devait encore enregistrer les détails de la marée, calculer les paiements des aventuriers, qui inévitablement, s'occuper des chercheurs de la capitale royale, qui allaient certainement arriver bientôt pour demander des informations sur l'événement. À la fête, Abel finit de raconter à Ryo tout ce qui s'était passé pendant la bataille. C'est alors que l'un s'approche de lui, car elle voulait lui poser une question depuis un certain temps. Elle lui demande s'il est vrai qu'il peut créer des murs de glace épais à longue distance, et Ryo confirme, précisant que pour être exact, il peut les conjurer à 40 mètres de distance, mais admet qu'il n'a pas été facile d'atteindre ce niveau. Il a dû s'entraîner et s'exercer beaucoup. Malgré tout, l'un est stupéfaite. Elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un capable de conjurer de la magie à une telle distance. Elle lui demande s'il s'agit d'un sortilège original et quel est l'enchantement qu'il utilise. Ryo sourit et répond qu'il serait heureux de le lui montrer plus tard. Mais en ce qui concerne l'enchantement, il avoue qu'il l'invente simplement sur le moment, ce qui signifie qu'il peut utiliser n'importe quel mot. Avant que la conversation ne se poursuive, Nils les interrompt, les avertissant que presque toute la nourriture de la fête était déjà terminée et que si Ryo ne se dépêchait pas, il n'aurait plus rien dans son assiette. Ryo s'éloigne pour s'assurer d'avoir une assiette de nourriture, tandis que l'un reste intrigué par ce qu'il voulait dire en affirmant qu'il improvisait simplement au moment des invocations. Abel, voyant sa confusion, explique qu'en réalité, Ryo n'utilise des incantations que parce qu'il trouve cela skillé. Il pourrait jeter des sorts sans prononcer un seul mot, ce qui, pour l'un, semblait encore plus absurde que l'idée des murs de glace. Le lendemain matin, Nils, Eto et Amon se réunissent à la guilde à la recherche de travail, mais ils sont découragés de voir que le tableau des missions est complètement vide. Ryo passe par là et trouve cela étrange, car normalement, les trois seraient déjà en service à cette heure-là. Il lui explique alors qu'en raison de l'afflux de monstres de la veille, le donjon a été fermé pour inspection, ce qui rend toute mission à l'intérieur impossible. Ils ont pensé accepter des tâches de collecte de ressources, mais avec la quantité d'objets tombés pendant l'attaque, la demande était quasi inexistante. Ryo commente qu'en fait, il cherchait du minerai de cuivre magique pour commencer ses expériences d'alchimie. Eto se souvient avoir entendu dire que ce minerai coûtait une fortune. Ryo le confirme, précisant que le dernier magasin avait demandé 50 pièces d'or pour une seule pierre. L'argent n'était pas un problème pour lui à ce moment-là, mais il voulait tout de même aider ses amis. Il leur fait donc une proposition. Chacun d'entre eux recevrait 4 pièces d'or rien que pour avoir essayé, même s'ils ne trouvaient rien. S'ils parvenaient à rapporter le minerai, il leur paierait 25 pièces par unité. Les trois restèrent bouche bée, ils n'avaient jamais vu autant d'argent pour une seule mission. Eto, toujours incrédule, demande à Ryo s'il est vraiment prêt à payer autant. Il répond simplement que cela sera également avantageux pour lui. S'il trouve le cuivre, il ne dépensera que 37 pièces avec eux, ce qui est encore moins cher que d'acheter en ville. Pour lui, c'était une excellente affaire, et pour ses amis, une occasion de faire fortune. Enthousiastes, les trois amis confirment l'accord et partent immédiatement à la recherche du cuivre. Dès leur départ, Ryo entend du bruit à l'extérieur et décide d'aller voir. Au rez-de-chaussée, il trouve Dan en train de se disputer avec un groupe de chevaliers qui tentait de traîner de force une jeune fille en plein jour. La jeune fille résistait, mais elle n'avait aucune chance contre les 4 hommes armés. Alors que la situation semble s'aggraver, Dan s'avance et pousse l'un des chevaliers, libérant ainsi le bras de la jeune fille. Elle se retrouve enfin libre, mais le problème est loin d'être réglé. Dan est désormais en infériorité numérique, à 4 contre 1, et tous ses ennemis sont armés d'épées. Le chef du groupe de cavaliers, furieux de cette injustice, s'apprête à donner une leçon à ce garçon insolent. Mais au moment où il fait le premier pas, il trébuche sans raison et tombe par terre. L'homme est furieux, car il n'y avait rien qui pouvait le faire trébucher. Il n'accepte pas la honte d'avoir l'air maladroit devant tout le monde, alors il pointe du doigt Dan et l'accuse d'avoir fait quelque chose pour le faire tomber. Lorsque le chevalier tente de se relever, il trébuche à nouveau et tombe de manière ridicule au milieu de la rue. C'est à ce moment-là que Phelps est arrivé, et la scène qu'il a vue l'a indigné. Des chevaliers royaux, qui devraient être des exemples d'honneur, agissaient comme de vulgaires bandits. Les hommes ont tenté de s'imposer, rappelant qu'ils avaient plus d'autorité dans la ville que de simples aventuriers, mais l'intimidation n'a pas fonctionné. Phelps, en plus d'être un aventurier, était également un noble, avec un nom complet gigantesque. Lorsque les chevaliers ont appris qu'il appartenait à la famille Renlen, ils sont devenus pâles.
Le père de Phelps, Alex, avait été capitaine de la garde royale, ce qui signifiait que sa famille avait suffisamment de pouvoir pour ruiner la carrière de ces hommes en un clin d'œil. Si le père de Phelps avait été là, il les aurait probablement éliminés sur le champ. Même sans connaître les détails, Phelps en savait assez. Il s'apprêtait à attaquer Dan en groupe, alors il cria aux 4 hommes qu'il faisait honte à la cavalerie et leur ordonna de partir avant qu'ils ne changent d'avis et ne décident de les tuer. Les cavaliers reculèrent, honteux. Phelps regarda alors Rio et se souvint de ce qu'Abel lui avait dit à propos de sa magie. Maintenant, la voir de ses propres yeux était une autre histoire. La précision et la portée de Rio étaient incroyables, mais il n'avait pas l'intention de révéler la vérité sur celui qui avait fait trébucher les cavaliers, car cela ne ferait qu'attirer des ennuis à Rio. Mais personnellement, il remercia le garçon de l'avoir aidé, car il se sentait en quelque sorte responsable d'avoir permis à des hommes aussi corrompus de porter le titre de chevalier. Plus tard dans la soirée, Rio dînait dans une taverne lorsqu'Abel est arrivé seul, ce qui était rare, car il venait toujours avec le reste de son groupe. Rio, avec son franc-parler habituel, plaisante en disant qu'il ne peut que se rendre dans le quartier des plaisirs après cela. Abel est désespéré et demande à son ami de se taire avant que quelqu'un n'entende ce qu'il dit. Pour Rio, cela ne fait que confirmer ses soupçons. Abel devait avoir un œil sur quelqu'un. Il a d'abord pensé que c'était Lin, mais Abel a rapidement nié, rappelant qu'elle avait le béguin pour Arin, donc il ne restait plus que Ria. Et vu la façon dont Abel a rougi, Rio en a conclu qu'il avait vu juste. Laissant le sujet de côté, Rio lui demande la vraie raison pour laquelle il est seul. Abel avoua qu'il se rendait effectivement dans le quartier du plaisir, mais pas pour plonger son énorme torse dans un trou. Il s'avère qu'un vieil ami, explorateur de donjons, avait été envoyé à Lune sous la protection de chevaliers royaux, mais malheureusement, il s'agissait des mêmes chevaliers que Rio avait vus plus tôt, connus pour abuser de leur position et commettre des crimes. Abel voulait les arrêter avant qu'ils ne causent un désastre cette nuit-là. Peu après, alors qu'il marchait dans les rues, Rio remarqua 2 aventuriers qui discutaient dans une ruelle. Il connaissait déjà tous les aventuriers de la ville, mais il n'avait jamais vu ces 2-là. De plus, ils étaient entièrement vêtus de noir et ont disparu dès qu'ils ont remarqué qu'ils étaient observés. Abel commente qu'en effet, certains aventuriers étrangers avaient l'habitude de visiter cette ville pour explorer le donjon, mais celui-ci étant fermé, cela semblait très suspect. Quelques instants plus tard, ils décident délibérément de s'engager dans une ruelle sombre. Comme prévu, les hommes en noir les ont pris en embuscade, mais Rio l'avait anticipé. D'un simple geste, il a fait tomber de la glace sur leur tête, les assommant tous d'un seul coup. Pour lui, cela a été plus facile qu'il ne l'imaginait, mais il restait encore à découvrir ce que ces types tramaient. La solution était de les livrer aux gardes et de les laisser faire leur travail en les interrogeant. Pendant ce temps, dans une autre partie du quartier du plaisir, Phelps marchait seul. Les cavaliers qui l'avaient humilié le suivaient, encore rongés par la honte qu'il leur avait fait subir. Le chef du groupe, rongé par la rancœur, décide que cette nuit-là, Phelps mourra. Alors que les cavaliers s'apprêtent à dégainer leurs épées contre Phelps, quelque chose d'inattendu se produit. Leur corps se fige et aucun d'entre eux ne peut plus bouger. Il s'avère que tout cela n'était qu'un piège. Phelps avait déjà compris à quel point ce groupe était pourri, et en tant que noble, il ne pouvait pas les laisser continuer à salir le nom de la chevalerie. Il s'était arrangé avec Tina pour qu'elle les frappe avec ses aiguilles paralysantes. Désormais incapable de réagir, Phelps lui ordonne d'utiliser sa magie de feu, et en quelques instants, les chevaliers commencent à se transformer en cendres. Ils meurent sans laisser aucune trace. Le lendemain matin, comme prévu par Hugh, l'équipe de recherche de la capitale arrive en ville et cause des problèmes dès son arrivée. Ils confisquent toutes les provisions alimentaires de la journée pour les besoins de l'enquête, et pour aggraver les choses, l'arrogant Clive exige que la guilde rouvre immédiatement le donjon et fournisse des aventuriers pour escorter son équipe. Le maître de la guilde tente de discuter en rappelant que l'état du donjon est encore incertain et potentiellement mortel, mais Clive le coupe, lui rappelant qu'il a toute autorité sur la mission. Son conseiller, Arthur, s'excuse pour le comportement de son collègue et promet de remplacer les provisions confisquées, ce que Hugh apprécie. Clive reste néanmoins inflexible quant à la réouverture du donjon. N'ayant pas d'autre choix, Hugh accepte, mais met les choses au clair. Si quelque chose tournait mal, toute la responsabilité incomberait à Clive, et non à la ville de Loom. La confiance du chercheur commence à vaciller, mais il ne peut plus faire marche arrière après avoir tant résisté. Irréductible, il accepte les conditions. Il ne lui reste plus qu'à trouver des aventuriers prêts à se joindre à l'expédition. Pendant ce temps, Rio se rendait à la cafétéria lorsqu'il est abordé par une jeune fille qui lui demande de l'aider à trouver la guilde. Il la guide jusqu'à l'endroit, et en chemin, elle se présente comme Nathalie, apportant une lettre qui demandait officiellement le soutien de l'équipe d'Abel pour protéger les chercheurs à l'intérieur du donjon. Rio trouve cela étrange, car le donjon était officiellement fermé, mais Abel en conclut que quelqu'un avait forcé Hugh à le rouvrir. Il explique alors au groupe la raison de cette politique. Il y a plusieurs décennies, après une vague de monstres,
une équipe entière de rang 1 avait été envoyée pour enquêter et n'était jamais revenue. Le chef de cette équipe était pratiquement un super-humain de rang S, et il avait également disparu. Depuis lors, la règle était claire, le donjon devait toujours être fermé après une vague afin d'éviter de nouvelles tragédies. Ryo est intrigué par cette histoire, mais la faim l'emporte et il prend congé pour enfin déjeuner. Lorsque Ryo s'en va, l'un en profite pour demander à Nathalie si elle appartient vraiment à cette famille au nom compliqué, une famille réputée pour sa magie aquatique légendaire. La jeune fille confirme, alors l'un lui demande si elle a déjà entendu parler d'une magie capable d'ériger des murs de glace à distance. Nathalie admet qu'elle n'a jamais entendu parler d'une telle chose et doute que cela soit possible. C'est à ce moment-là qu'Abel intervient, affirmant que, aussi incroyable que cela puisse paraître, Ryo était capable de créer des barrières de glace jusqu'à 40 mètres de distance, et en profite pour avertir tout le monde. Il ne devrait jamais essayer d'affronter Ryo, et si pour une raison quelconque il se retrouvait face à lui, la meilleure option serait de se rendre immédiatement. Selon Abel, même s'ils unissaient leurs forces, ils n'auraient aucune chance, et il demande à Nathalie que si un jour elle a besoin d'aide et qu'elle ne parvient pas à les trouver, elle peut s'adresser directement à Ryo. 3 jours plus tard, les amis de Ryo reviennent de leur mission. Ils ont réussi à collecter 2 pépites de cuivre magique, et Ryo les paie 90 pièces d'or pour leur service. Le groupe est reconnaissant, car cet argent leur garantira la tranquillité pendant un bon moment. Pendant ce temps, dans les sous-sols du donjon, l'équipe de recherche avait déjà atteint le 7e étage. Ce qui était étrange, c'est qu'ils n'avaient encore rencontré aucun monstre. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce que l'un des membres aperçoive quelque chose de bizarre, un carré sombre encastré dans le mur. C'était quelque chose de complètement inconnu, aucun d'entre eux n'avait jamais vu quoi que ce soit de similaire auparavant. Clive avait du mal à contenir son excitation en voyant le carré dans le mur. Pour lui, c'était une anomalie parfaite à analyser. Il ordonna à son groupe d'installer immédiatement les équipements de mesure et de connecter les instruments pour envoyer les données à la surface. L'équipe d'analyse, y compris Nathalie, commença à préparer les calculs, mais dès que les chercheurs insérèrent un compteur de monodensité dans l'étrange portail, quelque chose d'inattendu se produisit. Tous les membres du groupe furent instantanément téléportés ailleurs. À la surface, l'équipe de soutien demande à entrer en contact. Sous terre, les aventuriers et les universitaires se retrouvent au milieu d'un champ herbeux. Heureusement, personne ne semble blessé, mais il n'y a aucun signe de Clive ni d'une partie de l'équipe. À un autre endroit du même champ, Clive ordonne déjà à ses subordonnés de recueillir des informations sur les lieux. Si sa théorie est correcte, le portail les a transportés à un autre niveau du donjon. Il avertit tout le monde du risque imminent d'attaque, mais au fond, il est satisfait de sa découverte. S'il confirmait que la marée des monstres venait bien du niveau 38, sa promotion au poste de chef du département serait pratiquement assurée. Bien sûr, cela n'aurait d'importance que s'il parvenait à sortir vivant de cet endroit, ce qui semblait de moins en moins probable, car les monstres ne montraient aucune intention d'être amicaux. À la surface, Nathalie et les autres chercheurs tentaient de comprendre ce qui s'était passé quand soudain, le localisateur se remit à émettre un signal. Ce ne fut que l'espace d'un instant, mais cela suffit pour indiquer que le groupe disparu se trouvait désormais au 40e étage du donjon. Le problème, c'est qu'une seconde auparavant, ils étaient encore au 10e étage. À ce moment-là, un homme entre dans la tente. Il se présente comme Christopher, un chercheur du collège de magie, envoyé pour accompagner l'enquête. Bien que les deux équipes soient rivales, il demande avec insistance à savoir si quelque chose d'étrange s'est produit dans le donjon. Nathalie et les autres hésitent, car après tout, cette information est très sensible. Christopher révèle alors ce qu'il a vu. Peu avant, alors qu'il entrait dans le donjon avec les aventuriers désignés pour la 2e expédition, tous ceux qui franchissaient la porte ont soudainement disparu sous ses yeux. Ce témoignage confirmait les soupçons. Les aventuriers avaient bien été téléportés. C'était la seule explication possible pour leur arrivée directe au niveau 40, mais la situation ne s'améliorait en rien. Jusqu'à présent, le niveau 38 était le plus haut niveau exploré par un groupe, et selon les rapports, au-delà de cette ligne, même une équipe de rang 1 n'avait aucune chance. À présent, des dizaines de groupes de rang C et D étaient piégés dans un territoire mortel. Le seul espoir était qu'Abel et son équipe, qui faisaient partie de la première expédition, parviennent à protéger les autres, mais même cela ne suffirait pas longtemps. En apprenant qu'Abel était coincé dans le donjon avec tous les autres, Nathalie se souvient des paroles qu'il lui avait dites avant de partir. Sans perdre de temps, elle court à la bibliothèque à la recherche de Ryo, car il serait la clé pour résoudre tout cela. Pendant ce temps, de retour à la guilde, Nina entre précipitamment dans le bureau de Hug. Elle l'informe alors que quelque chose a très mal tourné avec l'exploration du donjon. L'équipe d'expédition a disparu dès qu'elle a franchi la porte, et tout contact a été perdu. Face à la gravité de la situation, Christopher demande à Hug de venir immédiatement afin que tout le monde puisse décider ensemble de la marche à suivre. Hug se lève d'un bond et dit à Nina qu'il va y aller tout de suite. Avant de partir, il donne des instructions fermes.
Ces détails doivent rester secrets jusqu'à son retour, car si les aventuriers les découvraient, cela pourrait provoquer une sorte de panique générale dans la ville. Pendant ce temps, Ryo parcourt les couloirs de la bibliothèque, mais ne progresse pas beaucoup dans ses recherches. Il n'avait aucune idée de l'endroit où trouver les bons livres et se disait qu'il aimerait que Sarah soit là pour l'aider. Heureusement pour lui, elle se trouve justement dans le couloir d'Axe en grave côté. Ryo est soulagé et s'approche d'elle, lui expliquant qu'il essayait de trouver des archives sur les éclipses et les marées de monstres, mais qu'il ne savait pas où chercher. Sarah sourit et lui dit qu'elle peut l'aider, car elle sait exactement où se trouvent ces archives. Elle ajoute que, selon elle, il existe un lien entre les éclipses et les marées de monstres, et que, par conséquent, avant la dernière marée, il y a eu une éclipse. D'après les archives anciennes, ce schéma se répète depuis toujours. Il lui a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à cette conclusion. C'est pourquoi elle demande à Ryo pourquoi il s'intéresse soudainement autant à ce sujet. Ryo, bien sûr, ne peut pas simplement révéler qu'il a affronté un démon en plein centre-ville lors de la dernière éclipse. Il change donc de sujet en lui demandant si elle sait pourquoi les pierres magiques changent de couleur. Sarah se rend compte que Ryo cache quelque chose, mais décide de ne pas insister. Au lieu de cela, elle explique que la couleur d'une pierre dépend de la durée de vie du monstre qu'il a créé. Cette information fait froncer les sourcils de Ryo. Il le savait déjà, et c'était justement la raison de sa curiosité. Tous les rapports sur la dernière marée indiquaient que les pierres collectées étaient transparentes, signe que les monstres venaient de naître. En d'autres termes, ils ne montaient pas des niveaux inférieurs, mais étaient générés de manière soudaine. Sarah ajoute qu'en examinant d'anciens documents, elle a trouvé le même détail dans chaque marée enregistrée. Les pierres sont toujours claires. Ryo est surpris, car il ne pensait pas qu'il existait des registres aussi précis conservés ici. Elle révèle alors que ces documents se trouvent sur des parchemins détériorés, ignorés même par les bibliothécaires, mais qu'elle sait où les trouver et que, s'il le souhaite, elle peut les lui montrer. Pendant ce temps, sur le site de l'expédition, le groupe de chercheurs et d'aventuriers ne comprenait toujours pas où exactement ils s'étaient arrêtés. Compte tenu de la nature du téléport, ils n'étaient même pas sûrs d'être encore dans le donjon. Un homme demande au mage si certains des instruments fonctionnent à nouveau. Il reçoit une bonne nouvelle, le transmetteur est à nouveau en ligne. Cela signifie que l'équipe à la surface peut enfin localiser leur position. La plupart des aventuriers pensaient que le retour du signal signifiait un sauvetage imminent. Mais cet homme, Arthur, n'était pas convaincu. Labelle, remarquant son inquiétude, lui demanda ce qui le tracassait. L'homme expliqua alors que l'air était différent ici, avec la même sensation que lorsqu'on pénètre dans une barrière sacrée. Ce type de sort était une défense suprême, qui bloquait à la fois les attaques magiques et physiques. S'ils se trouvaient réellement dans un tel espace, cela signifiait qu'ils étaient isolés du monde extérieur, piégés dans un champ fermé. Labelle commence à comprendre la gravité de la situation et demande à Aline d'utiliser sa magie du vent pour sonder la zone. Elle ferme les yeux, active le sort et sent bientôt la présence d'environ 100 humains à 500 mètres de distance, mais parmi eux se trouve une douzaine de formes de vie inconnues, ce qui est étrange, mais c'est le seul indice qu'elle a pu obtenir. Le groupe décide de se diriger dans cette direction. Pendant ce temps, à la surface, Hug reçoit la confirmation que l'équipe a été téléportée au 40e étage. Il est choqué par la malchance de la situation, car même s'il réunissait tous les aventuriers de la ville, il ne pourrait pas atteindre ce niveau pour les secourir. De plus, personne ne savait ce qui avait causé la téléportation. Christopher prévient qu'il serait insensé d'envoyer plus de gens à l'intérieur, donc la seule option était d'attendre et de prier pour la sécurité de l'équipe. Mais en réalité, la sécurité était la dernière chose dont on pouvait se préoccuper au 40e étage. Le groupe de Clive était sous le feu d'un démon. Certains mages parviennent à ériger des barrières à temps, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance et ont été brûlés vifs. Clive et Toneto comprenaient à peine ce qui se passait, mais une chose était sûre, ces créatures correspondaient parfaitement aux anciennes descriptions des démons. Et si les récits étaient vrais, ils étaient condamnés. Un groupe d'aventuriers a tenté une attaque directe pour prendre les démons par surprise, mais en quelques secondes, ils ont été déchiquetés. Les quelques survivants ont fini par être réduits en cendres peu après, et c'est dans ce décor brutal qu'Abel et son équipe arrivent. Ria regarde les monstres et confirme sans hésiter qu'il s'agit bien de démons. Elle alerte les autres. Selon les archives, ils étaient les ennemis des dieux et des anges, des êtres bien au-delà de la force de tout humain ordinaire. Vaincre un seul démon était déjà un exploit presque impossible. Et même si tout le monde se demandait ce que ces entités faisaient là, Arthur coupa court à la conversation, car il n'y avait pas de temps à perdre en réflexion philosophique. L'important était de sauver le groupe de Clive. Il ordonne aux mages de se préparer à une attaque en tenaille, et au moment même où les démons s'apprêtent à écraser les survivants, une pluie de lances magiques fend l'air, transperçant 3 d'entre eux.
Les mages ne s'arrêtent pas, lançant une avalanche de sorts à longue portée, qui semble enfin briser la défense démoniaque, mais il en reste encore beaucoup debout. Arthur crie à tout le monde de se préparer, le prochain tir devra être encore plus dévastateur. Les démons tentent de contre-attaquer en lançant des boules de feu, mais les mages ont déjà préparé un bouclier collectif. La défense tient bon, et Arthur, voyant l'avancée, croit qu'il pourrait peut-être gagner s'ils maintiennent ce rythme. Mais il y avait un problème très grave, la mana des mages était limitée, leur force s'épuiserait bientôt, et ce serait alors au tour des guerriers d'avancer. Abel dégainera son épée, fixera son regard sur le champ de bataille et identifiera un démon spécial, une créature imposante, dégageant une aura effrayante. Il ordonnera à son groupe d'avancer en file indienne derrière Arin, tandis que lui-même ouvrira la voie en bloquant les flammes. Lorsqu'ils se rapprocheront enfin, Abel entamera une séquence féroce, tailladant les démons sans pitié. À ses côtés, Lin et Ria lancent des sorts, transperçant les ennemis de loin. La stratégie fonctionne et plusieurs monstres tombent, mais bientôt Lin s'effondre, épuisé par le manque de mana, et Ria est également à bout. Abel se retrouve pratiquement seul, il ne reste plus que 6 démons, et parmi eux, Ria l'avertit avec effroi. Le plus grand d'entre eux est sans aucun doute un prince démon. Le prince était la forme jeune d'un seigneur démon, et selon les archives, seul un héros élu avait réussi à en vaincre un. Il n'y avait pas le temps de réfléchir, Abel prend une profonde inspiration et décide de tenter sa chance. Même si cela était risqué, cela n'atteignait pas le même niveau de terreur que celui qu'il avait ressenti face au griffon. Il pouvait au moins essayer, et d'un coup rapide, il coupe 2 démons d'un seul coup, mais cet exploit attire immédiatement l'attention du prince. Le monstre lève le bras et tire une rafale d'énergie en direction de Lin et Ria. Aran se jette devant elle, les sauvant toutes les deux, mais il est projeté loin avec elle. Il ne restait plus qu'Abel et le prince démon. Pendant un instant, Abel tente de se convaincre qu'il pourrait gagner dans un combat direct, mais l'illusion s'évanouit lorsque le prince utilise un mouvement fulgurant, surgissant devant lui et renversant son épée avec facilité. Abel garde son sang-froid, mais au fond de lui, il sait qu'il n'a aucune chance contre une telle vitesse et une telle force. Soudain, Clive, désespéré, lance un puissant sort de l'autre côté du champ, mais l'impact n'égratigne que légèrement le prince. Pour aggraver les choses, l'attaque attire l'attention des autres démons, qui se retournent immédiatement contre son groupe. Les barrières magiques se brisent et le feu commence à tous les consumeurs. Abel comprend que s'il ne fait rien, tout le monde va mourir. Il active alors sa technique suprême, exécute le mouvement avec précision, mais le prince lit son intention et l'esquive au dernier moment, ripostant avec un coup brutal qui le jette au sol. Abel parvient à peine à se relever, et le prince démon avance lentement, levant son épée pour le décapiter. C'est à ce moment-là qu'un bruit d'eau qui goutte résonne dans l'air, et soudain, Rio traverse le plafond au milieu d'un torrent d'eau et de glace, atterrissant entre les deux. Abel, ensanglanté et sans force, pense qu'il délire, mais Rio reste ferme, affirmant que beaucoup de gens là-haut s'inquiètent pour eux tous. Il promet d'en finir rapidement afin que tout le monde puisse sortir d'ici. Abel tente de l'avertir que l'ennemi est un prince démon, mais Rio rit et répond qu'il a déjà affronté des choses bien pires. Pour lui, s'il ne s'agit que d'un rejeton du Seigneur, il pourra le vaincre facilement. Il commence à marcher tranquillement vers l'ennemi, les démons restants lancent des flammes pour l'arrêter, mais Rio contre-attaque avec une pluie de lances de glace, éliminant tout le monde en quelques secondes. En voyant les têtes de ses soldats rouler sur le sol, le prince démon comprend enfin que l'humain devant lui n'est pas comme les autres. Le monstre lève son épée, prêt à se battre sérieusement, et Rio sourit en brandissant sa propre épée et en disant qu'à partir de maintenant, il va voir de quoi ce démon est capable. Ainsi se termine l'épisode. Et si vous voulez continuer à regarder cet anime ici, il vous suffit de vous inscrire, de laisser un like et de suivre la chaîne, car une nouvelle vidéo sera bientôt disponible.